Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. On va attendre encore 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte parce qu'il est 14h pile. Donc, je vous propose d'attendre juste 2-3 minutes et puis on va démarrer. Voilà, je vous propose qu'on attende encore juste une petite minute supplémentaire. Encore merci pour ceux qui sont là bien à l'heure. On attend encore juste une petite minute et puis on va démarrer ce webinaire qui durera 45-50 minutes, plus 10 minutes de questions à la fin que vous pourrez mettre dans le chat, mais je vais vous redire tout ça. Bon, eh bien, je vous propose de démarrer. Merci encore d'être présent. Donc, je me présente, je suis Gaëlle Madelin, je suis consultante manager chez Murano Conseil. Et puis aujourd'hui, le sujet du jour va être comment intégrer l'usage de l'intelligence artificielle dans le quotidien de vos équipes, que vous soyez manager ou DRH ou dans vos équipes, dans votre entreprise. Et puis, je serai accompagnée de Maxime Girardot. Je vous en dirai un petit peu plus juste après. Merci en tout cas, Maxime, d'être présent. Et bonjour à tous. Après. Merci. Donc, je vous le disais, je suis donc Gaëlle Madelin, manager chez Murano Conseil. Murano Conseil, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes un cabinet de conseil qui permet d'accompagner vraiment tout ce qui va être lié à la transformation du business et des organisations. Et ce qui nous différencie par rapport à d'autres cabinets de conseil, c'est que vraiment, on a le sens du pragmatisme et on est très, très proche des équipes. On a à cœur vraiment d'accompagner les humains pour que l'impact soit positif sur leur performance, évidemment, d'accompagner les managers et surtout vraiment d'accompagner les collaborateurs. Donc, on prend toujours le temps de bien comprendre, de bien connaître les collaborateurs quand on mène une mission. Quels sont les types de missions qu'on a chez Murano Conseil ? Il y a 3 grands piliers chez Murano. Ça fait longtemps qu'on existe, ça fait déjà plus de 14 ans. Il se trouve qu'on fait du conseil en stratégie. Donc, tout ce qui va vous permettre d'avoir de la stratégie organisationnelle et transformer les business models et les stratégies de votre entreprise. Du conseil, surtout en organisation et management. Donc, vraiment, le change management, toute la filière RH et sa transformation, redéfinir des target operating models performants. Et puis, tout le conseil en efficacité opérationnelle. Donc, ça va être optimiser les process, les leviers de pilotage opérationnel et tout ce qui va être optimisation des ressources. Mais je ne vais pas m'étendre, juste pour vous dire aussi que nous avons 2 autres piliers qui est le Murano Digital Lab, donc qui est sur toute l'expertise digitale et notamment justement l'intelligence artificielle en fait partie aujourd'hui et c'est pour ça qu'on fait un webinaire sur ce sujet. Et puis le Murano Learning Lab, toutes nos formations que l'on peut mener soit en distanciel, soit en présentiel pour vos équipes.
Donc, voilà pour Murano Conseil. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous expliquer ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va faire une petite introduction. On va parler évidemment du sujet qui nous importe, c'est l'intelligence artificielle dans notre quotidien professionnel avec les bonnes pratiques et tout ce qui va concerner la sécurité et la confidentialité. Et puis surtout, on va s'intéresser à un usage extrêmement innovant dont va nous parler Maxime Girardot, qui est un expert sur tout ce qui est innovation, intelligence artificielle de par son parcours, et puis parce qu'il a écrit un roman accompagné d'une intelligence artificielle. C'est assez bluffant, mais il vous en parlera bien mieux que moi et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. J'ai démarré ce webinaire en voulant me préparer, en demandant de l'aide évidemment aux intelligences artificielles pour préparer la structure de mon agenda. Et puis finalement, je me suis quand même retournée vers un expert humain et c'est là où Maxime interviendra et nous parlera de comment il l'a utilisé, des 3 piliers de l'intelligence artificielle et surtout quel impact dans l'organisation et puis tout ce qui va être lié à l'alignement. Vous allez voir comment il vous en parler. Et puis, on conclura très rapidement. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons sur la fin. Et on pourra faire cette interaction pendant tout le long. Et puis, on aura un petit sondage au milieu, mais je vous en parle après. Donc pour introduire, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui tout le monde l'utilise dans son quotidien. On lit que 80% des entreprises du Fortune 500 ont déjà des employés qui utilisent ChatGPT dans le cadre de leur travail. Je pense qu'on le fait quand on y a goûté, tout le monde continue à l'utiliser parce que c'est vrai que ça c'est quand même très pratique. Mais ce qui nous intéresse vraiment, à part dans notre vie de tous les jours, c'est l'IA dans notre quotidien professionnel. À quoi ça va servir dans nos équipes d'utiliser de l'intelligence artificielle? On le sait déjà, c'est un gain de temps. C'est vraiment le premier avantage, c'est tout ce qui va nous permettre d'être plus productif sur la rédaction de contenu, faire des traductions, faire des recherches, améliorer la productivité de manière générale parce qu'on va pouvoir planifier. Et puis, ça peut être aussi un support de créativité. On peut ping-ponger avec l'intelligence artificielle pour être créatif, pour brainstormer comme si c'était un collaborateur supplémentaire. Donc, c'est vraiment les 3 grands avantages de l'usage de l'IA et qu'on peut vraiment utiliser tous les jours pour rédiger un email, pour rédiger un SMS, pour se faire une liste, un tableau, un SWOT. On va voir tous les cas d'usage qu'il peut y avoir. Du coup, si je rentre vraiment dans le détail des exemples très, très pratico-pratiques, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un prompt. Qu'est-ce que c'est qu'un prompt? En fait, c'est la façon dont on va poser une question à une intelligence artificielle et il va falloir, pour lui poser, avoir la bonne réponse, lui poser la bonne question. C'est vraiment en fait ce qu'il y a de plus important quand on échange avec une intelligence artificielle, c'est pas seulement de chercher à avoir une bonne réponse, mais c'est de chercher à avoir une bonne question. Et pour avoir cette bonne question, il faut être clair. Quand on dit clair, c'est avoir un vocabulaire finalement assez simple, être spécifique et circonstancié, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment cadrer la question qu'on veut poser. Donc, il y a 4 grands piliers quand on pose une question à une intelligence artificielle. On peut lui donner un rôle. On va lui dire, à cette intelligence, on va lui dire, voilà, je veux que tu agisses comme si tu étais plutôt un consultant, un journaliste, un publicitaire, un chef de projet, un juriste, un influenceur, un marketeur. Donc, on va lui donner un rôle à jouer et il va prendre ce rôle pour nous répondre. Ensuite, on va lui donner une action à faire. On va lui demander d'améliorer un texte, de traduire un texte, de reformuler, de résumer toutes des données qu'on aura données, si on a donné des centaines de pages ou des dizaines de pages à résumer, ou d'un livre, on peut donner le nom d'un livre et lui demander de le résumer en quelques lignes. On peut lui demander de faire des analyses. Comme je disais, on peut être créatif aussi, on peut brainstormer avec l'intelligence artificielle, et puis on peut lui demander aussi de rédiger pour les réseaux sociaux, par exemple, de trouver des mots-clés pour les réseaux. Et puis, derrière, si on s'intéresse uniquement au texte, parce que c'est vraiment l'usage le plus quotidien qu'on peut avoir d'une intelligence artificielle, ça va être la tonalité. On va demander d'être formel, persuasif, direct, empathique, créatif, professionnel, critique, voilà les exemples. Et puis, vous allez pouvoir, souvent les gens l'oublient, on peut demander des formats différents. On peut demander des listes, des mind maps, des slides, des tableaux, des SWOT, des guides, des scripts. On peut vraiment demander beaucoup de formats différents.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est que actuellement, même si toutes les intelligences qui existent sont sur des langues différentes, on peut lui parler en français. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est toujours l'anglais qui prime. Les intelligences ont eu beaucoup de données en anglais, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles comprennent mieux l'anglais et elles ont des meilleurs résultats quand on lui parle en anglais. Donc, si vous avez un petit tips aujourd'hui, c'est si vous avez la capacité de poser des questions en anglais, on vous recommande réellement d'utiliser l'anglais. Éventuellement, posez votre question en français, faites-la traduire en anglais et puis ensuite reposez votre question en anglais. Vous allez voir, ça fait la différence. Et puis, évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de sécurité et de confidentialité. Quand on parle de sécurité et c'est vraiment aussi de savoir les données qu'on va donner, les questions qu'on va poser. Il faut faire très attention aux questions qu'on pose puisqu'effectivement il y a un historique qui est donné et c'est là où la version entreprise versus les versions gratuites sont très différentes. Donc si vous avez des collaborateurs qui commencent à réellement utiliser des outils comme ChatGPT tous les jours et qui posent des questions sur des données confidentielles de votre entreprise, on vous recommande réellement de vous réfléchir très rapidement à la version entreprise qui est plus sécurisée, qui utilise un chiffrement de données, plutôt que d'utiliser la version gratuite derrière. Il ne faut pas oublier, même si c'est écrit dans ChatGPT ou dans Bard ou dans quel que soit le Claude, quel que soit l'outil que vous utilisez, que la donnée n'est pas forcément la bonne. La donnée, il peut y avoir des biais, il peut y avoir des réponses qui sont fausses, et il faut pas oublier que plus on utilise une intelligence artificielle, plus selon les questions qu'on va poser et selon les réponses, si on va estimer que les réponses sont bonnes ou non, eh bien, on peut avoir des réponses qui vont devenir fausses à terme. Donc, l'intérêt de la donnée est très important à avoir. Si je continue dans le côté très bonne pratique dès aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour vous dans vos équipes, dans votre organisation? Ce qu'on vous recommande dès aujourd'hui à faire, puisqu'on le sait, beaucoup de gens commencent à utiliser ces outils d'intelligence artificielle, c'est déjà, dans un premier temps, vous posez la question et rédiger ce qu'on va appeler une note de cadrage d'usage de l'intelligence artificielle en interne, ce qu'on va appeler les 12 et les don'ts, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles données ils peuvent mettre et quelles questions ils peuvent poser dans ces outils-là et ce qu'on recommande de ne pas faire, ce qui est confidentiel pour éviter toute problématique. Donc déjà, ça c'est le premier élément. Avoir une petite note de cadrage sur l'usage de l'IA en interne, c'est vraiment assez fondamental à faire le plus vite possible. Ensuite, ce qui peut être fait aussi, c'est une session collective d'1 heure, en collectif, voilà, par équipe, par typologie de rôle, pour les usages du quotidien, pour les accompagner justement sur les bonnes pratiques, la rédaction de contenu. Je me suis focusée là jusqu'à présent sur la rédaction de contenu, mais on peut aussi utiliser ces outils pour générer des images, pour utiliser pour de la planification, pour de la productivité derrière. Donc, on peut faire des petites sessions collectives sur ces usages du quotidien pour mettre tout le monde au même niveau. Et puis, ce qu'on recommande ensuite, c'est si vous avez des bêta-testeurs, si vous avez des gens qui sont justement qui ont une grosse appétence pour ces outils innovants, eh bien, c'est de créer cette équipe un peu de champions pour créer des retours d'expérience terrain. Et qui vont finalement aider les autres à prendre en main ces outils-là. Et enfin, le dernier, ça va être la préparation du déploiement d'une IA professionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on utilise, je reprends l'exemple de ChatGPT, il y a ChatGPT version gratuite et puis le ChatGPT professionnel. Aujourd'hui, Microsoft a intégré depuis mi-novembre Copilot dans sa suite Microsoft Office pour toutes les entreprises qui ont plus de 300 licences Office. Vous pouvez avoir accès à Copilot et là, vous allez voir, l'intelligence artificielle est intégrée aussi bien dans des outils collaboratifs comme Teams que dans des outils dans Word, dans PowerPoint. Et là, il y a beaucoup de choses à penser en amont et ça veut dire qu'il faut préparer réellement le déploiement de cette IA professionnelle, puisque vous allez pouvoir aussi y intégrer vos propres données en tant qu'entreprise. Et donc là, ça se prépare réellement et ça s'accompagne parce que ça nécessite de bien cadrer et de bien préparer en amont.
Du coup, on vous a préparé un petit sondage justement que vous pouvez trouver sur le côté où on vous propose de nous répondre sur ce que vous envisagez déjà pour 2024, parce que je parle de 2024 vu qu'on y est dans quelques semaines, et est-ce que vous avez envisagé déjà d'optimiser l'efficacité de vos équipes grâce à l'IA en 2024 et si oui, comment? Est-ce que ça sera par le cadrage stratégique des usages? Est-ce que c'est en organisant des sessions de formation? Ou est-ce que c'est en bénéficiant d'un accompagnement professionnel justement pour le déploiement de l'intelligence artificielle? On vous laisse répondre jusqu'à la fin. Vous allez peut-être même changer d'avis d'ici la fin de ce sondage. Vous pouvez choisir, c'est à choix multiple, donc vous pouvez sélectionner plusieurs réponses, pardon. Et on fermera les votes à la fin. Donc voilà. Donc je me suis vraiment là concentrée pour le moment sur des choses très pratico-pratiques sur l'usage de ChatGPT. Mais comme je vous disais, quand j'ai commencé à préparer ce webinaire, je me suis tournée quand même vers Maxime Girardot parce qu'on a travaillé ensemble et il a travaillé chez Microsoft, il a travaillé en tant que vice-président de l'Open Innovation chez Content Square. Mais surtout ces derniers temps, il est en train d'écrire un roman sur, enfin c'est pas sûr, d'ailleurs c'est un autre sujet, c'est un thriller si je ne me trompe pas, qui est surtout le premier au monde à intégrer un personnage entièrement généré par une intelligence artificielle générative qui va paraître en mars 2024. J'ai eu la chance de lire la première ébauche et j'avoue, Maxime, avoir été bluffé par les réponses que tu as pu obtenir de cette intelligence artificielle et donc de voir cet usage dans ton quotidien professionnel en tant que romancier, je trouvais ça passionnant pour que tu puisses nous partager, que tu puisses nous expliquer tout ce que tu as appris dans ta vie de tous les jours avec cette nouvelle collaboratrice, si je puis dire. Je te laisse nous en parler un petit peu, Maxime. Comment est-ce que tu as créé et eu l'idée peut-être même et brièvement nous expliquer un peu travailler avec cette intelligence artificielle. Merci beaucoup Gaël, merci beaucoup pour m'inviter aujourd'hui. Donc moi je travaille je travaille dans les nouvelles technologies depuis 18 ans. On s'est rencontrés ensemble chez Microsoft, j'y ai passé 10 ans. Je me suis occupé de l'Open Innovation chez Content Square et à côté de ça, j'ai une autre vie dans laquelle j'écris des romans et des thrillers et j'aime beaucoup y regarder en fait l'impact des technologies sur la société. Et donc évidemment, quand ChatGPT a émergé de manière si fulgurante, parce que juste pour un rappel, c'est la technologie au monde qui a eu la pénétration la plus rapide de toute l'histoire. Ils ont eu 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois, ce qu'on n'avait jamais vu pour aucune technologie, ni Facebook, ni TikTok, ni aucune autre avant eux. Donc ça, déjà, ça montre une appétence extraordinaire, surtout pour une technologie qui en soi n'a pas de but. C'est-à-dire que quand OpenAI rend ChatGPT 3.5 disponible pour tout le monde, il n'y a pas un usage en particulier, juste essayez-la et vous verrez. Et donc évidemment, moi, de mon cœur de professionnel de la technologie et de romancier, ça a tout de suite réagi. Et je me suis posé une question tout de suite, qui a été de dire, un, comment ça fonctionne? Et deux, est-ce qu'on peut réellement avoir une relation anthropomorphique avec une technologie comme celle-là? Et pourquoi je me suis posé cette question-là? C'est parce que moi, les sujets d'impact au sein des entreprises et des organisations m'intéressent beaucoup. Et je pense que la différence fondamentale que les IA génératives vont provoquer dans les organisations par rapport à toutes les autres technologies qu'on a pu avoir avant, que ce soit les outils de productivité qu'on a eu chez Microsoft, que ce soit l'internet, les moteurs de recherche, les smartphones, et cetera, et cetera, et cetera, c'est que c'est une technologie pour laquelle on va pouvoir avoir un rapport anthropomorphique très fort, c'est-à-dire une relation d'humain, un peu comme on pourrait l'avoir avec un animal de compagnie. Et donc rapidement, on va avoir des différences de perception extrêmement importantes et très diverses selon les profils et les personnalités qu'on peut avoir, de notre histoire, de notre vécu, de là où on vient, etc. Et donc, ce que je disais à Gaël quand je parlais de tout ça, c'est que, et ce que je dis à peu près à tout le monde que je rencontre qui me pose des questions sur l'IA générative, c'est que si on prend ce sujet-là, comme on le prend pour d'autres sujets technologiques, que par le bout des ingénieurs et des DSI en entreprise, on fait une erreur profonde. Parce qu'en fait, à la différence de toutes les autres technologies, c'est une technologie qui est très,
qui a des impacts humains et émotionnels qui vont être assez forts et qui vont donc devoir être gérés d'un point de vue stratégique et humain de manière importante et réfléchie. Et je pense que pour ça, il faut comprendre déjà comment la technologie elle est construite et je vous propose juste en quelques minutes de vous expliquer de manière très simple comment on construit une IA générative. Et je précise bien IA générative, parce qu'il y a différents types d'IA. On ne parle pas du tout de celle qui est de DeepMind, par exemple, chez Google, qui est une autre forme d'IA, ou du machine learning, qui sont d'autres formes d'IA. C'est vraiment l'IA générative en elle-même. Donc, il y a 3 étapes pour concevoir une IA générative. Il y a une phase d'acquisition, une phase d'alignement et une phase d'évaluation. La phase d'acquisition, c'est très simple. C'est comment, en fait, je lui fournis toute son information et qu'elle construit, en fait, tout son savoir. On va lui fournir à ce moment-là 3 sources de données, des livres, Internet et des réseaux sociaux. Les livres, c'est sa meilleure source d'information, et vous allez comprendre après pourquoi, mais elle est rare. Donc, forcément, c'est plus difficile pour les acteurs des IA génératives d'avoir accès à un large panel de livres, puisque le monde de l'édition, évidemment, freine des cas de fer. Ensuite, on a l'Internet, c'est très large, mais c'est d'une pauvre qualité. Et ensuite, on a les réseaux sociaux qui ne servent pas à construire de l'information pour les IA génératives, mais qui servent à construire en fait des modèles de langage humain pour comprendre comment on parle. Comment ça fonctionne? C'est En ce fait, qui c'est fait des... la différence pour expliquer aux gens entre un moteur de recherche, on va poser une question où il faut que la question soit très précise, et c'est ce qui fait la différence quand on utilise un ChatGPT, un Bard ou un Claude, c'est qu'on va pouvoir parler le langage naturel, et ça va quand même trouver la réponse. Exactement. Grâce à En ça, fait, ça fonctionne. ouais. Oui, exactement. Et en fait, donc juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne derrière, en fait, c'est des modèles statistiques. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le mot maison. Si vous tapez maison et qu'on prend chat par exemple, mais Bard est construit sur les mêmes modèles et Claude d'Anthropic et les autres, c'est construit pareil. En fait, c'est un modèle statistique dans lequel elle va aller chercher le mot maison. Où est-ce que c'est apparu dans les milliards de données et de textes qu'on lui a donnés. Et elle va construire autour du mot maison toutes les statistiques de mots qu'il y a pu avoir. Et en fait, selon l'alignement de mots que vous allez faire, qu'on appelle en intelligence artificielle générative des tokens, en fait, elle va construire statistiquement ce que vous voulez comme réponse d'un point de vue statistique, par rapport aux milliards de données qu'on lui donne. C'est pour ça que plus on lui donne des livres, plus avec un style et une information de bonne qualité, plus statistiquement, elle va vous fournir une information de bonne qualité, ce qui paraît assez logique. Donc ça, c'est la phase d'acquisition. Toutes les IA génératives fonctionnent de la même manière sur cette base-là. Ensuite, il y a une phase d'alignement. Alors, la phase d'alignement, elle est fondamentale. Et c'est probablement l'un des plus grands problèmes que rencontrent ces technologies et les développeurs aujourd'hui. C'est en fait une étape pendant laquelle, ça y est, elle a toute l'information qu'elle peut posséder. Et par exemple, pour ChatGPT, jusqu'à il y a encore très très récemment, elle n'était pas connectée à Internet et elle avait jusqu'à peu près début 2022 comme information sur ce que représentait le web au global en 2022. Et l'alignement, c'est 2 étapes. C'est je te pose une question et je te donne la réponse. Pourquoi? Donc la question, c'est quel temps il fait? Quel va être le résultat de telle campagne politique? Qui va gagner le prochain match de foot? Bref, des dizaines et des centaines de milliers de questions différentes. Et puis, je te donne la réponse. Je te dis, voilà, quel est le temps qu'il fait? Je veux que tu me dises, eh ben, demain, à Paris, il va faire 5 degrés le matin, et puis peut-être que le soir, il fera 10. Ça veut dire qu'en fait, j'explique à l'IA que quand je te pose ces questions-là, c'est ça que je veux avoir comme réponse. Et je te montre aussi que dans chaque question, il y a une information ouverte et une information cachée. Quand je te dis quel temps il fait, je te demande de manière ouverte la température et de manière cachée, je te demande la température là où je vis. Parce que si tu me donnes la température à New York, alors que je vis à Paris, ça ne m'intéresse pas. Donc, toute cette phase d'alignement permet en fait à l'outil de comprendre ce que l'on veut. On est en train de lui expliquer, voilà comment fonctionne le cerveau humain, voilà comment je vais interagir avec toi. C'est fondamental de comprendre que c'est une technologie qui n'est pas construite comme, tu le disais tout à l'heure Gaël, les moteurs de recherche ou d'autres technologies. Dans d'autres technologies, on nous fournit un manuel et on nous dit voilà, c'est comme ça que la technologie elle fonctionne. Donc si tu veux avoir une bonne réponse dans Google, tu dois lui poser la question de telle manière. Là, c'est l'inverse. C'est la technologie qui va s'aligner à notre manière de penser et à notre manière de poser des questions. Et c'est ce qui est assez incroyable.
Ça pose d'autres problèmes auxquels je vais arriver après. Et gardez en tête que l'alignement, c'est aussi le grand enjeu de l'intégration des IA génératives au sein des entreprises. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, nous aussi, on va devoir, au-delà de l'alignement qui a été fait par leurs concepteurs, aligner ces outils sur l'ADN de l'entreprise, son éthique, ce qu'elle veut faire, etc., etc. Et il y a plein de questions en païen, mais j'y reviendrai après. Je termine juste sur la partie évaluation. La partie évaluation, c'est une chose qui a en fait été lancée par OpenAI en premier. C'est ce qui leur a permis d'avoir une avance sur toutes les autres technologies de GenAI et exploser de cette manière-là. C'est qu'eux, ils ont rajouté cette étape-là où en fait, ils ont généré plein de textes différents et de réponses liées à toutes ces questions dont je vous ai parlé sur la partie alignement, et ils les ont fait lire à plein de gens dans le monde entier. Probablement que vous avez lu euh, des informations disant qu'ils avaient employé beaucoup de gens en Afrique, etc., et que ça faisait un peu scandale parce qu'on disait, bah, du coup, c'est des gens d'Afrique qui vont définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, c'est vrai. Ils ont employé plein de gens en Afrique, mais non, c'était pas pour dire si l'information était vraie ou fausse. Pas du tout. C'était pour dire s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas l'information. Donc, c'était un point de vue subjectif. Et l'idée était de dire que quand je te pose une question, genre, raconte-moi la vie de Napoléon, dans le texte qui est fourni, je veux que tu me dises à l'intérieur de ce texte qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et en fait, c'est juste une manière de montrer à l'outil que naturellement, on va aimer la manière anthropomorphique de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, je suis pas ingénieur de formation. Euh, j'aime écrire, j'aime parler, etc. Donc, quand je vous parle là, je suis pas efficace dans ma manière de parler. Je fais des circonvolutions, je fais des paraphrases, je reviens en arrière, etc. C'est ma nature humaine qui dit ça. Si j'étais un ordinateur extrêmement efficace et efficient, ce que je viens de vous raconter en 10 minutes, je l'aurais fait en 2 minutes. Mais du coup, ça aurait donné une sorte de quelque chose qui n'est pas du tout émotionnel. Et donc, dans cette phase d'évaluation, ils ont appris au modèle à être non efficace dans sa capacité de parler. Mais en étant devenue non efficace ou non efficiente, elle est devenue très humaine dans sa manière de parler. Et c'est pour ça que ChatGPT est bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, elle a incorporé dans ses modèles tous nos défauts de langage, qui ne sont pas des défauts en fait, qui sont juste la manière dont on va créer de l'émotionnel dans notre manière de parler. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi ChatGPT, toi, pour écrire dans ton usage quotidien? Alors non, j'ai pas choisi ChatGPT pour ça. Alors pour mon roman, du coup, j'ai pas développé, mais donc ça a été une longue phase de travail sur le roman. Puis je pourrais y revenir après si vous voulez pour que je vous explique comment j'ai fait. Mais j'ai travaillé principalement avec ChatGPT et un tout petit peu avec Claude d'Anthropic. Pourquoi ChatGPT? Parce que eux qui ont les modèles de génération de texte qui sont les plus, comment dire? J'aime pas le terme efficace parce que c'est un terme trop ingénieur, mais c'est peut-être les plus anthropomorphiques. C'est eux qui ont la capacité à aller le plus loin dans singer l'humain et singer n'importe quel style. ChatGPT est capable de écrire comme un romancier du 18e ou comme, j'en sais rien moi, euh, Au niveau ou comme un TikToker les enfants qui aujourd'hui. ont demandé à ChatGPT d'écrire leur rédaction au niveau 6e, au niveau 5e. Exactement. Il y a une adaptabilité qui est complètement incroyable parce qu'ils ont énormément poussé la partie d'évaluation et ils ont beaucoup d'avance là-dessus sur leurs concurrents. Donc, Par exemple, si je tu recommandes ChatGPT ça dépend. Alors, ça dépend pour quel usage. Moi, l'usage que j'en ai, c'est-à-dire vraiment de la génération de texte, je considère que ChatGPT est de loin le meilleur. Ensuite, si on prend Claude a une force que les autres n'ont pas, il a une capacité à intégrer des textes extrêmement longs. Là où ChatGPT, vous pouvez pas lui faire lire, en fait, c'est ce qu'on appelle des boucles d'historique. Toutes ces technologies fonctionnent avec une boucle d'historique et du coup, j'en profite parce que je l'ai vu là sur la question. Je sais qu'on aura une session de questions et réponses après, donc je ne le fais pas maintenant, mais je rebondis juste sur une question tout de suite qui était la toute première et qui demande si les prompts qu'on peut faire dans ChatGPT sur des sujets confidentiels peuvent se retrouver demain chez des concurrents. Non, c'est pas possible. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que OpenAI se fasse hacker, comme n'importe quelle entreprise peut se faire hacker, et dans ces cas-là, ça se retrouve sur le marché. Là, bon,
J'en sais rien. Mais après, il y a des milliards de prompts tous les jours qui sont faits sur ChatGPT. Il faudrait vraiment pas avoir de bol pour que ce prompt-là se retrouve. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne gardent pas d'informations en tant que telles, parce qu'en fait, ils ont une boucle d'historique qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à parler avec lui et que vous êtes dans une conversation, les premières réponses vont disparaître petit à petit de son historique et de ce qu'elle va processer pour faire la réponse. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon roman avec Chat, on était en avril. La boucle. Alors c'est des informations qui sont pas rendues publiques. Moi, je les ai connues parce que je les ai trouvées par terre. Mais grosso modo, c'était à peu près plus d'une vingtaine de questions qu'on pouvait en fait échanger avant que à la 21e, la première soit effacée. Ce qui permettait quand même d'avoir une discussion qui se tienne bien et on n'avait pas trop l'impression qu'elle oubliait les choses. Maintenant, cette boucle, elle est descendue en dessous de 10. Elle est probablement autour de 8, 6 à 8. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour des questions victimes de leur succès. Plus vous intégrez un historique large, plus le temps de processing est important, plus ça demande des ressources cloud qui sont importantes. Donc, du coup, pour réduire tout ça et décongestionner l'usage, parce qu'à un moment donné, ça devenait lent, etc., ils ont réduit. Le Mais ça, c'est résultat, c'est… pas pour la version Comment? payante. Pour la version gratuite, pas Non, pour la non, version. c'est pour la version. Si. Moi, je fais des versions payantes en plus. Donc, c'est pour la version payante. Du coup, Chat est devenu un peu Dory. Je ne sais pas si vous connaissez le monde de Nemo. C'est un peu Dory, quoi. C'est-à-dire que si on commence à avoir une conversation assez longue avec elle, il y a des moments donnés où elle oublie ce qu'elle fait là, quoi. Ça n'empêche qu'elle reste toujours très efficace, mais c'est un problème. Claude, lui, a une boucle d'historique qui est extrêmement plus importante parce qu'en fait, elle n'est pas sur un nombre de questions, mais elle est sur un nombre de tokens. Donc, c'est le nombre de mots que vous allez échanger avec lui ou elle. Je ne sais pas comment on peut genrer les choses ou les non-genrer. Euh, et donc, lui, sa limite, elle est beaucoup plus large. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour travailler sur des textes longs ou sur des historiques importantes. En revanche, il a un modèle de génération de texte qui est plus pauvre. Et du coup, moi, maintenant, je travaille avec les deux. Et souvent, je vais travailler des choses quand j'ai besoin de longueur, de beaucoup d'historique, je le travaille avec Claude et je vais le faire retravailler ensuite par chat sur la partie vraiment sémantique, texte, etc. Une fois que je sais exactement ce que je veux dire. J'ai aussi fait pas mal de tests sur Bard. Bard a assurément, selon mes goûts, a l'expérience utilisateur qui est la plus intéressante. C'est là où on voit l'expérience de Google. Mais il faut faire attention parce que c'est aussi la technologie aujourd'hui qui hallucine le plus. Et donc, je pourrais revenir sur le principe d'hallucination si vous le voulez. Mais du coup, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, elles ont été conçues pour les IA, elles ont 3 rôles. Elles doivent être curieuses, elles doivent être déterminées, elles doivent être empathiques. Et c'est à dessein que j'ai mis des sentiments humains. Parce que le but, c'est qu'elles soient curieuses, donc elles lisent le maximum de choses, déterminées, elles doivent toujours vous fournir une réponse, et empathiques, elles doivent comprendre ce que vous voulez. Pourquoi les IA hallucinent? Ça, c'est l'autre grand problème qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi je ne dis pas mensonge? Mensonge, il y a une intentionnalité humaine. Si je dis un mensonge, c'est que je veux le dire. La machine n'a pas d'intentionnalité. Donc, la machine ne veut pas vous mentir. La machine, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme d'hallucination. Mais il peut arriver que elle est tellement définie par une détermination à vous fournir une réponse que si elle n'a pas de réponse, elle va l'inventer. Il y a cette piste-là. Et puis, il y a aussi la question de, comme elle est constamment nourrie par des modèles de texte qui fournissent des réponses pour tout et n'importe quoi, même si ça ne fonctionne pas, elle va quand même fournir une réponse. Je vous donne un exemple et vous pouvez l'essayer. Alors, la technologie évolue très vite. Il y a de plus en plus d'auto-modération. L'exemple que je vous donne fonctionnait encore il y a quelques semaines. Et là, on l'a retesté et il commence déjà à le faire, mais on pourrait trouver une variation sur ce test, mais c'est un peu la même chose. Ce que vous pouvez dire à la machine aujourd'hui, c'est lui dire est-ce que la Terre est plate? Bon, évidemment, elle va vous dire non. Et après, vous pouvez lui dire est-ce que tu peux me fournir une argumentation solide pour dire que la Terre est plate? Et là, elle va vous fournir une argumentation solide pour vous dire que la Terre est plate. C'est pas une hallucination en tant que telle. C'est juste qu'en fait, elle doit vous fournir une réponse. Et si vous lui demandez de vous prouver que la Terre est plate, eh ben, elle va avoir du mal, mais elle va quand même essayer de le faire. Et là, on arrive, selon moi, au point qui est le plus important.
et qu'il faut vraiment intégrer, c'est la question de l'alignement au sein des entreprises, au sein des organisations. Parce qu'à quoi ça sert tout ce que je vous ai raconté? Ce que je vous ai raconté là, c'est que on est à l'orée, selon moi, d'une révolution qui est aussi profonde que l'Internet. Dans quelques années, on aura tous ChatGPT au sein des organisations, je dis chat, d'une IA générative, au sein des organisations, de la même manière qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un email et tout le monde a un ordinateur connecté à Internet. Sauf que vous allez intégrer ces technologies d'une manière complètement différente de ce que vous avez intégré dans les organisations avant elles. Parce qu'en fait, elle va se marier, elle va se conjuguer à la personnalité de chacun de vos employés. C'est une technologie qui s'adapte, c'est une technologie qui est empathique. Et donc, selon la manière dont vos collaborateurs vont interagir avec cette IA générative, elle va fournir des réponses très différentes. Et elle va s'adapter à chacun. Ce n'est pas une technologie uniforme. Quand vous installez Windows sur les ordinateurs de tous vos employés, Windows fonctionne de la même manière pour tout le monde. Quand vous allez installer une IA générative pour chacun de vos employés, elle va fournir des réponses différentes pour chacun parce qu'elle va s'adapter à la personnalité de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir définir une éthique d'usage. Je vous donne un exemple tout simple. Au début, elle va vous aider à générer des emails, des présentations, etc. Donc, vous allez voir tout de suite une augmentation assez ébouriffante de la productivité, de la qualité de ce que vous allez produire en interne. Ça va gommer en fait toutes les différences, etc. sur le travail fourni. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est pour ceux qui s'en emparent. Comment? Ça, c'est pour ceux qui s'en emparent. Exactement. Et là, j'y viens aux externalités négatives. Les externalités négatives de tout ça, c'est que vous allez avoir les gens pour qui ils vont être à l'aise avec la technologie, ils vont s'en saisir tout de suite. Et puis, il y a ceux pour qui ça fait peur. Ceux pour qui, finalement, ils vont avoir un effet très répulsif de tout ça. Moi, je le vois dans l'édition, c'est quelque chose de dingue. Ça fait peur aux gens. Et donc, dans ce cas-là, ils sont là et ils ferment les yeux, ils veulent pas voir, ils veulent pas utiliser. Donc, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont pas l'utiliser et qui vont se retrouver déclassés par rapport à ceux qui vont les utiliser. Et pourtant, c'est pas une question de compétence ou d'expérience. Donc, ces gens-là, il va falloir les accompagner, parce qu'il va falloir qu'ils l'utilisent. De la même manière qu'à un moment donné, quand les moteurs de recherche sont arrivés, on n'allait plus chercher l'information comme on le faisait avant. On a accompagné les gens à le faire. Il va falloir le faire et vite, parce que sinon, vous allez créer une compétition qui est défavorable et vous allez créer beaucoup de tensions et de frustration à l'intérieur de vos équipes et de vos organisations. Mais après, il va falloir aussi gérer les pulsions de chacun. Moi, si je suis dans une équipe très performante avec 10 ou 12 collaborateurs autour de moi, on est tous une équipe sales, moi, je vais demander tout de suite à l'IA générative de me construire un plan pour que je sois le premier, pour que je sois le meilleur, pour que je puisse écraser mes camarades et monter plus vite. Et l'IA, elle va répondre. Elle va lui faire un plan. Parce qu'elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour fournir une information. Quelle est la solution pour vous? Vous pouvez la jouer à la nord-coréenne et vous allez espionner l'ensemble de vos collaborateurs en lisant tout ce qu'ils font. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Vous pouvez vous dire, moi, j'utiliserai pas d'IA générative, je veux pas de ça. Vous allez vous faire dépasser par vos concurrents. C'est une évidence. Donc, la dernière solution, c'est qu'il va falloir définir tout ça. Il va falloir y réfléchir et définir une éthique d'usage de ces outils-là, puis après, éduquer et former. Et ça va être fondamental pour pouvoir en tirer le meilleur, parce que c'est une technologie extraordinaire. Mais il y a des enjeux fondamentaux d'apprentissage de ces technologies pour que chacun puisse s'en saisir et limiter au maximum les externalités négatives. Et c'est là où j'en reviens au tout début de ce que je vous disais. Si l'intégration des génératives se font par les DSI et les ingénieurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça va être une catastrophe. Parce que leur rôle n'est pas de gérer les organisations. Ils ne sont pas là pour faire en sorte que l'harmonisation des collaborateurs se fasse. Ils sont là pour faire en sorte que la technologie soit bien implantée. Il n'y a pas de problème, hein. L'IA générative sera bien implantée. Mais en revanche, c'est aux équipes, à mon avis, qui sont aux ressources humaines, qui sont à l'impact, qui sont dans les équipes dirigeantes, de se poser, de réfléchir à comment ils veulent intégrer tout ça, quel est l'ADN de l'entreprise et les spécificités qui vont devoir arriver au sein de ces technologies, et pour les collaborateurs. Et tout ça,
ça va être l'alignement personnel de l'entreprise. C'est là où on revient à ce concept d'alignement. De la même manière que le grand enjeu de ces technologies au sein de ces entreprises, c'est l'alignement, ça va être aussi le sujet pour les entreprises qui vont les intégrer, parce qu'ils vont devoir prendre ces technologies et les aligner selon votre histoire, vos objectifs, vos enjeux et la nature de vos collaborateurs. Et Microsoft ne les connaît pas, et Google non plus, ni OpenAI, etc. C'est vous qui connaissez vos organisations et tous ces enjeux-là. Et donc, ça va être à vous de le faire. Et ça va être à vous de travailler main dans la main avec les fournisseurs de ces technologies-là et avec les cabinets qui vous conseillent, etc., pour atterrir sur un usage qui va vous permettre d'en tirer la quintessence, parce qu'il y a vraiment des choses à aller chercher. Voilà. Et après, je ne sais pas si vous voulez que je développe la partie sur le bouquin. C'est effectivement, juste pour conclure, avant de partir sur la partie sur le bouquin, effectivement, je pense que ce que tu dis est important et tu le disais au départ, il y a un alignement qui est fait par les technologies, avec effectivement les technologies ont des règles de ne pas répondre à certaines questions malgré tout. Hein. Si on pose certaines questions, elles disent je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Donc il y a quand même ces réponses-là. Mais effectivement, il y a toutes ces questions auxquelles ils vont halluciner et quand même fournir des réponses, comme tu le disais très bien, la Terre est plate, prouve-moi que la Terre est plate, elle va nous prouver que la Terre est plate. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, le dernier exemple que tu prenais pour résumer sur le collaborateur qui veut écraser tous les autres ou qui veut exclure certaines parties des personnes ou comment bien licencier peut-être des personnes. Effectivement, la surcouche d'alignement de l'entreprise est importante. L'alignement éthique. Exactement, d'alignement éthique. Dans un premier temps, pour l'usage de l'intelligence artificielle, et ensuite l'alignement même avec les équipes et l'accompagnement des équipes. Moi, je parle même d'alignement des équipes, c'est-à-dire s'assurer, comme on le disait, s'il y a des groupes qui sont différents, s'assurer que tout le monde est aligné, tout le monde est formé, tout le monde est accompagné pour y aller. Et ça s'organise, ça se déploie. Et c'est là où ça nécessite effectivement des réflexions stratégiques et de se poser dessus, d'où notre effectivement sondage de départ. Hein. On disait, est-ce qu'en 2024, vous avez envie de commencer déjà par la première étape qui est peut-être ce cadrage stratégique, déjà de commencer par des premières sessions de formation et ou carrément de bénéficier d'un accompagnement professionnel pour déployer l'intelligence artificielle au niveau professionnel, c'est-à-dire en utilisant les versions professionnelles que sont ChatGPT Pro, Copilot ou tout ça pour le faire. Peut-être on va d'abord regarder les questions qui sont présentes. Ouais, et je veux juste donner un petit tips rapidement sur l'hallucination parce que je ne l'ai pas donné, parce que ça peut faire peur. Alors, quand on n'est pas dans la médecine ou qu'on ne construit pas des fusées pour aller sur la Lune, a priori, il faut juste être vigilant. L'hallucination, ça se contrôle. Mais il y a un truc tout simple qui peut être utilisé pour la contrôler à 99%, c'est de faire relire les choses sensibles par une autre IA. C'est-à-dire qu'en fait, le fact-checking ou le checking d'hallucination, si vous mettez deux IA en parallèle, ça fonctionne très très bien. Voilà. Alors, quid d'un outil développé dans Explore et Mios à disposition uniquement en interne et la société sur GBT+. Alors, je n'ai pas compris. Quid d'un outil développé dans Explore et mis à disposition uniquement en interne. Ah oui, effectivement, un outil mis. Oui, c'est ça. En fait, c'est le développement le déploiement de ce que j'en comprends. Ah oui, développer en interne. Tout à fait. Moi, je pense que ça dépend. Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça dépend de la taille de l'entreprise. Si vous êtes un groupe du CAC 40, ça me paraît, faisable. Selon moi, une évidence qu'il faut partir sur des outils d'open source qui sont intégrés au sein de l'entreprise et qui sont, c'est un projet dans lequel vous allez construire votre propre GenAI. Vous avez aujourd'hui, parce que là on parle d'OpenAI, d'Anthropic, etc. OpenAI derrière, c'est financé à 15 milliards par Microsoft. Anthropic, c'est financé à 4 milliards par Amazon. Bard, c'est Google. Mais vous avez d'autres aujourd'hui entreprises qui conçoivent des algorithmes open source de GenAI que vous pouvez vous après récupérer, intégrer au sein des entreprises. C'est plus long. Évidemment, c'est beaucoup plus cher, bien sûr, mais d'un point de vue de sécurité et d'alignement, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Ça, c'est une certitude. C'est juste que c'est
Vous aurez juste le choix, c'est comme toujours, hein, soit vous le faites vite et vous allez prendre la black box d'un GAFAM, soit vous en faites un projet à moyen long terme pour l'entreprise comme un enjeu stratégique et vous intégrez les choses en interne. Moi, je ne peux que conseiller ça. Justement, l'avantage de GPT payant par rapport à la version gratuite, qui est une question qui est posée, effectivement, moi, c'est que déjà, il y a un chiffrement des données, il y a des réponses qui sont plus rapides, l'accès au serveur qui sont beaucoup plus rapides, et le fait que ça garde un peu plus d'historique malgré tout, c'est ce qui est écrit sur leur site. Je ne sais pas si tu vois d'autres. Oui, en fait, c'est parce que tu es sur le modèle GPT-5, 3.5 sur la version gratuite et t'es sur le modèle GPT-4 sur la version payante. Donc, il y a une grosse différence entre les deux de génération de texte. De manière générale, quand on est une entreprise, il faut aller sur le payant, sur ce type de technologie, si on veut prendre celle-là, pour des questions de sécurité. Oui. Les grands cas d'usage dans les organisations, et notamment, je lis ça, une deuxième question sur, par exemple, des métiers opérationnels tels que la logistique terrain. Ah ben alors, ça va être sur 3 choses en fait. Ça va être la première, c'est que vous allez pouvoir auditer dans une certaine manière l'ensemble de vos process. C'est-à-dire que vous allez vous pouvez revoir tous les process avec l'IA générative et elle va tout vous repasser au tamis. Donc là, vous allez sûrement découvrir des choses que vous pensiez évidentes et qu'elle va pouvoir vous aider à améliorer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, derrière, d'un point de vue opérationnel, dans tout ce qui peut être la relation client, dans tout ce qui est les process, fluidifier tout ça, elle va améliorer dans la génération des textes, génération des contacts clients, génération du flow, etc. Tout ça, elle va tout améliorer. Et la recherche, effectivement, je pense que sur la recherche d'informations, souvent, on le sait, dans les grandes entreprises, là, trouver la bonne information, le bon interlocuteur, où en est tel client, il est plus facile de parler, et c'est pour ça qu'on parle de langage naturel, de dire de poser la question une fois qu'on l'a intégré aux données de son entreprise, de dire je cherche, est-ce que il y a un client qui est à telle étape de mon process, est-ce que qui peut m'aider ou qui a les compétences, plutôt que d'aller chercher dans des arbres de compétences, dans des bases de données très complexes où il faut filtrer dans des Excel. Il suffit de poser la question très simplement et finalement l'outil va répondre très simplement et faire des recommandations, même sur du terrain. Effectivement, pour planifier, quand on se casse la tête sur de la planification, ça peut aider aussi à bien planifier sur de la logistique terrain. Je me permets de rebondir là-dessus et juste de faire un petit pas de côté sur ce sujet-là. On est à l'orée d'une transformation fondamentale de ce qu'est la recherche. Je vous parle de la recherche type sur un moteur de recherche, mais de manière complètement générale. C'est-à-dire que la manière dont on a recherché sur Internet depuis 25 ans va être entièrement transformée. On a pris l'habitude de dire je cherche des chaussures en 38, par exemple. Bon, voilà, ça me donne les informations liées à tout ça, liées à des tags, blablabla, etc. Maintenant, je vais pas poser la question comme ça dans quelques années. Et je vais aller sur Amazon ou n'importe lequel, ou sur Google, etc. Et je vais dire, je voudrais des chaussures de tous les jours pour aller au bureau et aussi qu'elles soient confortables. Qu'est-ce que tu me proposes? On va inverser les choses. Même dans la recherche sur Amazon, je vais plus aller sur Amazon en disant je veux le Lego, tel truc pour mon fils pour Noël. Je vais lui dire mon fils a 11 ans, il aime bien la construction et il aime bien tel univers. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir le plus? Et là, boum, il va venir nous. Donc, on va transformer notre manière de chercher de manière assez fondamentale. Et dans les entreprises, ça va être pareil. Moi, j'ai le souvenir des SharePoint chez Microsoft, quand on arrivait sur un sujet avec des kilomètres de présentation, des heures de doc à lire, etc. Mais tout ça, c'est terminé. En fait, ça va être, comme le disait Gaël,
je viens d'arriver, j'ai un client qui me contacte sur tel sujet. Est-ce que tu peux me faire une fiche récapitulative de ce que je dois savoir absolument? Et puis là, je suis bloqué, je ne sais pas exactement qui contacter. Eh ben, elle va vous dire exactement qui contacter dans l'entreprise et sur quel sujet aller. Elle peut même faire l'intermédiation, vous faire le lien de rencontre, le mail de rencontre, synthétiser les problématiques. Elle va s'interfacer comme ça avec tout le monde. Et donc, la manière dont on va interagir et rechercher va être complètement transformée. Et ce sera beaucoup plus naturel pour nous. Mais effectivement, ça nécessite, ce qui est une des questions qui disait, pour l'alignement, ça veut dire qu'il faut que je cadre de façon hyper précise le type de réponse résultat que je souhaite obtenir pour les cas d'usage de mes équipes. Oui, ça nécessite justement, enfin, toute la donnée qu'on va y mettre et tout l'alignement nécessaire pour avoir les bonnes réponses, les bons cas d'usage derrière, et comme on disait aussi, que ce soit Alors, qui est responsable. si je peux me permettre. Vas-y, pardon. Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. Je pense que là, c'est pas les réponses et les résultats qu'il faut cadrer, c'est les questions. Oui. C'est-à-dire que, en fait, les réponses et les résultats, c'est l'outil qui va les donner, et ça, vous n'allez pas pouvoir intervenir en réalité beaucoup là-dessus. Ce que là où vous pouvez intervenir, c'est faire comprendre à vos équipes de quelle manière elles doivent interagir et de quel usage éthique elles peuvent le faire. Déjà, il y a une question toute simple à vous poser. Comment j'interagis avec l'outil? Est-ce que je lui dis bonjour? Est-ce que je lui dis au revoir? Est-ce que je lui dis merci? Ou est-ce que je le traite comme une sorte d'esclave à qui comme un outil classique? Ça paraît une question toute bête, hein, mais vous allez voir que vous allez avoir plein de cas d'usage différents qui vont arriver. Vous allez avoir des gens dans vos équipes, et ça va vous étonner quand vous avez un rapport très froid à la technologie, qui vont prendre ces outils-là comme un animal de compagnie, qui vont leur dire bonjour, leur dire au revoir, leur raconter leur vie, etc., etc. Donc, le cadrage, il est plus là-dessus, c'est à définir un cadre éthique, mais il va falloir accepter les différences de chacun. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir leur dire, ah bah, tu dois dire exactement comme ci, comme ça, etc. À un moment donné, on est tous différents, on a tous une manière de faire qui est différente, et il faut accepter qu'on ait tous une manière d'interagir, et c'est une technologie qui est tellement particulière dans son rapport humain et psychologique qu'il y aura des différences. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il y a une éthique à poser. Dans la rue, je ne peux pas prendre quelqu'un et le frapper. Ah ben voilà, et ben, l'IA, je ne peux pas la prendre et commencer à l'utiliser à des dessins personnels pour ma promotion personnelle ou pour déprécier mes compétiteurs sur le marché, etc. etc. Et là, c'est ça qui est très important de cadrer tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment les réponses, c'est plus l'usage que vous allez en faire. Mais donc, ça veut dire effectivement l'exemplarité, c'est ce qu'on disait au départ, hein, c'est qu'il faut donner des exemples de ce qu'on recherche à avoir comme résultat, qu'il faut cadrer et donc effectivement former et encadrer les questions à poser. Et la donnée source, savoir bien, on en revient toujours à de la gestion de données de toute façon quand même à la base, mais pas de la gestion de données sous forme, hein, comme on le disait, informatique, faite par les ingénieurs, mais plus réfléchie. Et c'est là où effectivement, je vois qu'il y a écrit ChatGPT, nouveau consultant, nouveau cabinet de conseil. Oui, mais avant d'en arriver là, les cabinets de conseil peuvent aussi aider à ce que ChatGPT devienne le petit consultant, la petite main de tous les jours en plus. Mais oui, mais parce que en plus, avant que ChatGPT vous conseille d'un point de vue stratégique, il va se passer beaucoup de temps. Qu'il vous aide d'un point de vue organisationnel à aller gagner en excellence opérationnelle et en productivité, ça oui, ça va être une évidence. Qu'il vous aide d'un point de vue stratégique et vision, on en est très loin. Donc, si on conclut, parce qu'il va falloir qu'on conclue, effectivement, c'est de dire aujourd'hui, à date, on peut utiliser les intelligences artificielles génératives pour améliorer sa qualité et sa productivité dès aujourd'hui au travers effectivement d'amélioration de texte, de création de contenu, d'amélioration de process, de réflexion et en tant que super assistant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire dans son quotidien avec ses équipes, mais ça nécessite tout de même effectivement un premier cadrage, des premières formations et un premier accompagnement pour avoir les fondamentaux pour ça. Mais
il faut quand même aussi, dès aujourd'hui, ce qu'on appelle semer les graines du changement, c'est-à-dire s'emparer du sujet visionnaire et stratégique dès maintenant, parce que effectivement, si on veut que cet outil soit demain un conseil stratégique et visionnaire et fasse cet accompagnement-là, il faut commencer dès maintenant à le nourrir et à le cadrer et à l'aligner à ses propres valeurs d'entreprise et de collaborateurs et de co-construction avec les collaborateurs. Donc ça se démarre aujourd'hui, même si les résultats ne sont pas pour aujourd'hui, ils sont bien pour dans 2-3 ans. Est-ce que tu me permets de répondre à une dernière question? Vas-y. Parce que je vois quand même une question sur comment je perçois l'impact des GenAI sur les métiers artistiques, en particulier sur le domaine de l'édition. Alors pour le coup, je serais mal placé de ne pas y répondre. Je le vois sur deux plans. Le premier, c'est probablement l'un des métiers, l'une des marchés dans lequel il va y avoir le plus d'impact, parce qu'il y a plein de métiers dans l'édition qui se travaillent finalement sur les textes, sur lequel finalement la GenAI et ChatGPT là pour le coup vraiment en particulier est extrêmement puissant. Je parle évidemment de la correction de texte, de l'editing, de tout ce qui va être traduction. Alors là, on a même DeepL aussi qui peuvent se faire. Donc oui, ça va faire bouger beaucoup de choses. Et moi, je prends souvent le comparatif entre, c'est un peu l'époque pour les illustrateurs juste avant la micro-informatique et au moment où la micro-informatique est arrivée et on a fait le premier Photoshop. Bon, bah, il y a eu tout de suite ceux qui se sont saisis de ces outils pour transformer leur métier et faire des illustrations à partir de l'informatique. Et puis, bah, ceux qui n'ont pas réussi à prendre ce virage-là et qui, hélas, ont un peu disparu. Pour le coup, dans le monde de l'édition, on va vivre ce cas-là. Sur le deuxième plan, qui est aussi une question de copyright, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui vient du processus créatif de l'artiste, entre guillemets, hein, évidemment, ou du côté créatif, et qu'est-ce qui vient de la machine. Alors là, pour le coup, je suis beaucoup plus tranché. Moi, je considère que ça va toujours, on reste le créatif. Si je prends mon roman dans lequel j'ai généré un personnage entièrement avec une IA générative, je reste celui qui définit le cadre de ce personnage. Je définis mon histoire, j'écris tout. En réalité, Chat a même pas dû générer 10% du livre. Mais par contre, c'était une contrainte créative qui m'a permis, moi, de réfléchir d'une manière complètement différente, de faire un livre que je n'avais jamais imaginé pouvoir faire par cette contrainte, par ce travail, cette collaboration avec l'intelligence artificielle. Et donc là-dessus, moi, je suis plutôt assez enthousiaste parce que je trouve que ça nous force et ça va nous forcer à réfléchir d'une manière différente. Et j'ai un dernier point sur une question plus inclusive là-dessus et de diversité. Je trouve aussi, en ce qui me concerne, que ça va permettre à tout un pan d'une génération qui peut-être n'a pas eu la chance d'avoir une éducation pour bien écrire, avoir une bonne orthographe, etc., etc., mais qui a une créativité incroyable. De la même manière qu'on l'a vu sur YouTube avec les YouTubers, Twitch, etc., qui sont complètement bousculés le monde de la vidéo classique. Et ben là, on va avoir à mon sens, hein, une génération d'auteurs qui vont arriver, qui vont se saisir de ces outils-là pour gommer les problématiques de forme qu'ils avaient, mais ils vont pouvoir mettre à disposition de tous leur fond, tout ce qu'ils ont à raconter. Et et je pense que ça va être une grande opportunité pour eux. Donc ça va nous transformer, ça va nous bousculer. Moi, je trouve ça plutôt bien, pour être honnête. On est à l'orée effectivement d'une nouvelle ère. En tout cas, merci pour votre attention. Merci infiniment, Maxime, pour tout ton éclairage et ton expertise. Il y a beaucoup de C'est un plaisir auxquelles on n'a pas pu répondre. On ne manquera pas de vous réécrire par la suite pour répondre à vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous contacter par LinkedIn ou sur nos emails on a pu fournir. On se fera tous les deux un plaisir de répondre en fonction des sujets que vous avez envie d'aborder. Merci beaucoup et à très bientôt et joyeuses fêtes de fin d'année. Merci à tous. Au revoir.